Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Question Éco. En première partie, nous parlons automobile et plus précisément de son industrie. Dans le monde, la crise du coronavirus a bouleversé les lignes de fabrication et aussi la demande. Et ainsi, la croissance de la production automobile a sérieusement accusé le coup sur les 6 premiers mois de l'année. Au Maroc, et comme partout ailleurs, les constructeurs tentent tout de même de sortir la tête de l'eau. Et le volume des exportations ayant baissé, quel impact réel sur notre réserve de devises et aussi et surtout sur l'emploi? Quels sont les ingrédients pour une stratégie de relance efficiente et à même d'attirer de nouveaux investissements? Éléments de réponse en première partie, en compagnie d'Abdelaziz Aitali, économiste et senior fellow au Policy Center for the New South. Nous nous intéressons ensuite au secteur de l'événementiel. Le hashtag l'événementiel se meurt envahit les réseaux sociaux depuis quelques semaines maintenant. Et les professionnels multiplient les SOS et notamment au gouvernement sans réel résultat puisque l'organisation d'événements est toujours proscrite et les frontières restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Le porte-parole du groupement professionnel des prestataires de l'événementiel du Maroc, Mekki Helou, sera avec nous. Ce sera donc en seconde partie de Questions Éco pour nous rapprocher davantage du diagnostic et du remède miracle pour sauver les opérateurs de l'événementiel. Bienvenue à tous. Et tout d'abord, le bilan de la production automobile dans le monde et au Maroc dans ce papier d'Ilham Brada. C'est une fragile reprise de l'activité qui s'observe depuis l'été dans l'automobile. Dépendant essentiellement de l'export, le secteur a souffert de la double peine du confinement et donc de l'arrêt de la production ainsi que de la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Les statistiques en témoignent. Le chiffre d'affaires à l'export de l'industrie automobile au Maroc s'est rétracté de 33% pour s'établir à plus de 28 milliards de dirhams à fin juin dernier. Les principaux acteurs du secteur automobile ont repris leur activité. Ainsi, les 2 sites de Renault tournent partiellement depuis fin avril en 3 équipes avec un calendrier de travail adapté à la demande. Quant à PSA, son site tourne à plein régime depuis le 6 mai. Face à la crise, le secteur se réadapte. Aujourd'hui, les priorités sont l'amélioration de la compétitivité par l'intégration locale profonde et le volet énergétique. L'objectif est de maintenir les parts du marché du Maroc à l'export, selon le ministre de tutelle, Moulay Hafid Al-Alami. Le Royaume entend ainsi tirer profit de l'ensemble des opportunités qu'offre la crise pour devenir le hub automobile le plus compétitif au monde. Au-delà de la crise actuelle, tout porte à croire que l'industrie automobile marocaine restera à l'avenir en position de force. Le Maroc devra capitaliser sur des plans de restructuration en raison de la proximité et des relations commerciales développées avec l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et depuis Rabat, Abdelaziz Aitali, économiste et senior fellow au Policy Center for the New South. Bonsoir, professeur Aitali. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Est-ce qu'on peut parler d'une reprise solide, d'abord globalement dans le monde et aussi au Maroc? Peut-être permettez-moi tout d'abord de vous décrire un peu brièvement la nature, la spécificité et les canaux de transmission de cette crise pandémique afin de mieux situer le secteur automobile et comprendre exactement comment il a dû faire face à ce contexte qui est assez particulier. Donc, comme vous le savez, la crise de la Covid a pris la forme en premier lieu d'un arrêt brutal de la production à la suite des décisions prises par les autorités de geler la production et suspendre les activités économiques jugées non indispensables afin d'endiguer la propagation du virus. Et donc les premiers secteurs qui ont accusé le coup en quelque sorte étaient les secteurs orientés à l'export et fortement intégrés dans les chaînes de valeur mondiales. Et donc le secteur automobile avec l'aéronautique en font partie. Mais rapidement après, comme vous l'avez présenté au début, la crise s'est amplifiée avec l'effondrement de la demande. Donc les ménages, moi et vous, les entreprises aussi, ont dû suspendre leur programme d'investissement et de consommation et se contenter plutôt du strict minimum en raison de la baisse de la mobilité des agents économiques durant la période de confinement, mais aussi du climat d'incertitude qui a sombré automatiquement les perspectives de croissance. Donc, pas plus qu'hier, on a vu les dernières prévisions de croissance ici au Maroc qui sont publiées par l'Institut d'émission et qui tablent sur une contraction de l'activité économique un peu plus accentuée qu'on le pensait au début, aux alentours de 6,3% par rapport aux 5 ou 5,3% estimés au début de l'année. Donc la reprise, elle est fragile ici au Maroc. La même chose à l'international, il y a énormément d'incertitudes
qui entourent cette reprise, sachant qu'en Europe, les derniers chiffres parlent plutôt d'une reprise qui est pas mal et qui est mieux que ce qu'on espérait au début de la crise. Donc, entre-temps, le secteur automobile s'est en quelque sorte retrouvé pris en tenaille à la fois entre l'arrêt de la production et les perturbations des chaînes de valeur qui en découlent, mais aussi l'effondrement de la demande. Donc, le résultat, comme vous l'avez dit, c'est une contraction qui est record. Nos chiffres à l'export le démontrent. C'est-à-dire les derniers chiffres sur les 7 premiers mois démontrent qu'il y a une contraction aux alentours de 29-30% du chiffre d'affaires à l'export. Oui, alors justement, puisque vous évoquez cette baisse de nos exportations en automobile de 30%, quel est l'impact sur les réserves en devises? Est-il, selon vous, à relativiser de par la baisse drastique justement de cette exportation ou pas, de ces exportations, pardon, ou pas? Effectivement, c'est une question qui est très pertinente, surtout dans ce contexte où il y a une pénurie de devises, on le sent, et je vous en remercie, car à première vue, le manque à gagner pour l'économie marocaine associé aux pertes du secteur automobile en termes de devises paraissent assez importantes, équivalentes à 13 milliards de dirhams à fin juillet. Et si on se fie aux projections à l'international, on va terminer l'année sur moins 20, moins 25%, donc l'équivalent de 20 milliards de dirhams. Mais l'effet net de cette contre-performance sur la rentrée de devises, je pense qu'elle est largement moins prononcée pour deux raisons principales. La première, elle est relative au positionnement du Maroc en haut de la chaîne de production, faisant de lui un importateur de produits intermédiaires, surtout pour les activités d'assemblage. Je fais allusion ici aux usines de Renault et de PSA. Donc, tout ajustement à la baisse de notre chiffre d'affaires va automatiquement se répercuter sur nos importations. Donc, pour dire simple, sur chaque 100 dirhams qui est exporté du secteur automobile, il y a quasiment 60% d'importation. Et donc, qui dit baisse de l'exportation, dit aussi baisse des importations. La deuxième raison, elle est liée à la prépondérance du capital étranger dans l'écosystème de l'industrie automobile, qui fait aussi qu'à chaque fois qu'il y a une baisse ou une atonie de l'activité économique, les bénéfices de ces investisseurs vont se trouver impactés et donc le rapatriement de bénéfices sera aussi impacté. Rappelons qu'en 2019, les rapatriements de bénéfices de l'ensemble des entreprises multinationales opératrices ici au Maroc ont été équivalents à 1,6% du PIB en moyenne, ce qui est, je pense, pour la première fois supérieur au montant qui est le montant des entrées des idées. Donc, au total, l'effet net, je ne pense pas qu'il sera aussi important qu'on le pense. Donc, sur les 20 milliards qu'on va perdre au niveau du secteur automobile, les pertes nettes seront comprises, je dirais, entre 8 et 7 milliards de dirhams, pas plus. Quid de l'emploi, du coup? Est-ce qu'on peut parler du même effet un peu à relativiser? Non, merci pour la question aussi. Non, l'effet de l'emploi, il sera là. Peut-être pour les grandes entreprises, les grosses pointures du secteur ici au Maroc, ils sont préparés à ce genre de situation. Ils ont les moyens, ils ont des coussins de sécurité pour un peu absorber. Mais le problème se pose surtout pour les opérateurs nationaux, les PME, qui gravitent autour des grandes entreprises multinationales et qui seront affectées certainement par cette crise. Pour moi, le souci va au-delà de l'effet un peu instantané de l'année du Covid. On va terminer l'année avec des pertes, certes, mais sur le long terme, j'espère qu'on va pouvoir un peu surmonter cette crise et pas se trouver un peu piégé dans un palier de croissance qui est inférieur, de ne plus retrouver le rythme d'auparavant. Et pour pallier à ça, je pense qu'il faut s'engager en max à soutenir ces entreprises en ouvrant le robinet du crédit pour ces entreprises et aussi pour leur donner des incitations pour éviter des faillites pour des entreprises qui sont compétitives, que ce soit d'un point de vue économique ou financier. Et surtout que ce taux d'intégration fait partie des objectifs majeurs de nos plans industriels. Vous avez évoqué le Maroc comme en haut de cette chaîne de valeur mondiale dans l'automobile. Quels sont selon vous les changements à attendre dans l'avenir sur cette même chaîne de valeur, en sachant que bien sûr tout a été bouleversé à cause de cette crise du coronavirus? Effectivement, on entend parler d'un redéploiement, j'ai dit, à grande échelle des groupes internationaux, peut-être des pays sud-asiatiques vers les pays européens et américains, peut-être même aux alentours des pays limitrophes de l'Union européenne ou des États-Unis. Mais je pense à l'exception de secteurs qui sont stratégiques et souverains, comme c'est le cas du secteur pharmaceutique ou même agroalimentaire, je ne pense pas sincèrement qu'il y aurait ce redéploiement massif à grande échelle, car la Covid ne sera pas ce genre de choc qui va complètement bouleverser les systèmes ou un peu déclencher une refonte des principes de base du commerce. Pour deux raisons principales, je m'explique.
Tout d'abord, il y a cet opportunisme des investisseurs internationaux. Vous savez que la fragmentation des systèmes de production, elle est tirée par cet investisseur qui cherche les opportunités là où il peut produire moins et là où il peut écouler sa production à un prix qui est rentable pour lui. Aussi, le consommateur, nous en tant que consommateurs, les consommateurs européens et ceux des États-Unis, je ne pense pas qu'ils seront prêts à payer plus ou à voir leur bien-être se détériorer suite à la réallocation de chaînes de valeur. Parce que qui dit réallocation dit un coût supplémentaire. Et donc, sauf si ces pays vraiment développés mettent sur table des incitations financières extrêmement généreuses et alléchantes pour ces grands groupes, je ne pense pas que ça aura lieu. Mais en fin de compte, ça reviendra au même parce que ces incitations fiscales, en fin de compte, seront payées par les contribuables et ce sont les contribuables qui vont, en fin de compte, accuser le coût. Donc, généralement, je ne suis pas de ces propos qui pensent qu'il y aura un redéploiement massif. Par contre, la Covid, ce qu'il va faire, c'est qu'il va engendrer plus de tensions. Il va attiser déjà les tensions sur le commerce entre les principales puissances économiques. Il va alimenter les courants de pensée un peu nationalistes qui appellent à une introversion, qui accusent, je pense, la globalisation pour les problèmes d'inégalité et d'emploi, chose qui n'est pas le cas. Mais si jamais ce genre de réallocation se concrétise, je pense que le Maroc devrait penser à une stratégie d'intégration qui est plus profonde avec les partenaires européens, sachant qu'on est ancré davantage avec le marché européen. Car le partenariat actuel qu'on a avec l'Union européenne, je pense, il a montré certaines limites. Donc, il faut penser à un cadre de partenariat plus approfondi, et notamment l'accord de libre-échange complet et approfondi avec l'Union européenne serait ce genre de levier qui va permettre au Maroc d'un peu de s'intégrer davantage avec les Européens, de s'aligner davantage sur les normes européennes et aussi d'entrer en compétition avec les pays de l'Europe de l'Est qui, je pense, à mon avis, ont un certain avantage par rapport à nous dans ce contexte, si jamais il y a lieu une réallocation. Très bien, merci beaucoup en tout cas, professeur Abdelaziz Aïtali, pour ces éclairages très clairs et très précis en ce qui concerne la situation de l'industrie automobile au Maroc et dans le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et dans le papier que vous allez suivre, Ilham Rada dresse un état des lieux du secteur de l'événementiel qui est à l'arrêt, rappelons-le, depuis plusieurs mois maintenant. Quel avenir pour l'industrie de l'événementiel? L'automne est bien là et pourtant l'espoir de voir les festivals et les foires revenir en cette saison s'est envolé. Les annulations en cascade se poursuivent. Pour le secteur, l'ambiance n'est plus à la fête. Il s'agit probablement de l'un des secteurs les plus affectés par la pandémie. Depuis mars, entre annulation et report d'événements, les professionnels ne savent plus à quel saint se vouer. Certes, en cette période de pandémie, le virtuel a pris le devant de la scène, mais pour les professionnels du secteur, le numérique ne représente que 20% de leur activité. La commande publique constitue 80% de leur chiffre d'affaires, une commande qui s'est faite rare, voire inexistante. Agences de conseil, organisateurs, prestataires délégués, loueurs de salles, traiteurs, location de voitures, transporteurs et la liste est longue, ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 90%. Licenciements et faillites sont à l'ordre du jour. Les restrictions des rassemblements, la fermeture des frontières étant toujours en vigueur, le milieu de l'événementiel est complètement à l'arrêt. L'essence même de l'activité repose sur sa capacité à rassembler des personnes dans un lieu donné, et tant que les groupements de plus de 20 personnes seront interdits, le secteur court à l'agonie. Et depuis Casablanca, avec nous, Mekil Hlou, qui est en charge de la stratégie du développement et de la communication, également porte-parole du groupement professionnel des prestataires de l'événementiel du Maroc, le GPPM. Bonsoir Mekil Hlou. Bonsoir Khadija Ihsan, merci à vous, à Média TV, de recevoir le GPPM en ma personne. Quelle est la réponse que vous avez reçue en tant que GPPM suite aux multiples courriers de doléances que vous avez adressés, soit-il au chef du gouvernement ou encore au ministre de l'Industrie et du Commerce? Bon, il y a eu bien sûr des écrits, des rencontres, des échanges téléphoniques. Il y a eu des promesses, je vais dire ça comme ça, mais une réponse concrète, une date, une idée de la date du moment où ça va démarrer, nous n'avons aucune réponse pour l'instant.
Est-ce que les aides qui ont été débloquées pour les professionnels du secteur du tourisme concernent aussi ceux de l'événementiel qui ont été bien sûr prolongés jusqu'au mois de décembre? Est-ce que vous, en tant que professionnel de l'événementiel, êtes concerné? Alors, on avait reçu des échos qui disaient qu'on voulait intégrer le secteur de l'événementiel dans ces aides-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, nous ne sommes pas concernés. D'accord. Alors, en attendant justement de relancer l'activité, en juillet dernier, il y a eu un protocole sanitaire qui est bien sûr dédié à l'événementiel qui a été mis en place. D'abord, qu'est-ce que c'est? Et puis, en attendant que les rassemblements soient autorisés, est-ce que finalement il sert à grand-chose, n'est-ce pas, ce protocole sanitaire que vous avez mis en place? Alors, je vais apporter une petite précision. Il y a eu un autre protocole sanitaire, lequel on a travaillé avec Bureau Veritas, avec le ministère de l'Industrie et Imanor, qui est bloqué pour l'instant. Il concerne l'événementiel en général. Je vais remercier le ministère de la Culture et la FIC, qui de leur côté ont fait un travail, qui ont sorti en juin ce qu'ils ont appelé un guide sanitaire. Ceci ne concernait que la partie culture de l'événementiel. C'est sorti dans la presse, tout le monde en a parlé, mais concrètement, événements artistiques, on n'en voit pas aujourd'hui. Donc, le protocole qui a été mis en place par la FIC, le ministère de la Culture, le guide, il est là, et on n'en voit pas la suite. Le nôtre est prêt. Il a été finalisé et déposé, envoyé au chef du gouvernement. Nous l'avons également envoyé au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Santé. Il y a eu quelques rencontres, mais à ce jour, il n'y a aucune réponse concrète. Le protocole est sur la table. Alors, vous avez parlé de ce protocole, de ce guide, encore une fois. Est-ce que vous parlez de la même voix? Est-ce que toutes les associations qui représentent les différents professionnels de l'événementiel parler de la même voix et adresser finalement vos propositions, vos plans de relance, vos doléances au gouvernement en tant que finalement une seule entité? Alors, il y a aujourd'hui certaines choses qui se disent sur le secteur. On dit que nous ne sommes pas ensemble, unis. Je vais dire les choses autrement. Il y a d'autres associations, mais celles-ci ont fait le choix d'aller dans une spécialité bien précise. Je vais citer la MAE, qui elle est dans l'industrie créative et qui existe depuis 12 ans. Nous avons à côté Force, qui est une association qui regroupe les organisateurs de salons. Il y en a d'autres qui parlent de l'artistique, qui parlent du culturel. La seule entité ou association qui parle de l'industrie événementielle dans sa globalité est le GPPEM. Nous n'avons pas de problème. Il est certain qu'il y a des moments où il peut y avoir des petites frictions parce que chacun essaie de tirer la couverture vers lui. Mais l'approche actuelle, c'est que les autres associations défendent le périmètre qu'ils ont défini, culture, salon et autres. Nous défendons l'industrie de l'événementiel en général. Ah, puisque vous parlez de cette industrie et que vous défendez, que propose votre groupement, ce groupement professionnel des prestataires de l'événementiel du Maroc, le GPPM, pour sortir le secteur de la crise? Que proposez-vous? Alors, si vous permettez, je vais très rapidement faire un petit récap. Nous avons sorti la première fiche présentatrice qui présente le secteur. Nous l'avons fait, nous avons été les premiers en avril plutôt. Nous avons sorti le plan de relance. Ce plan de relance a été livré à la CGM via la FCS, qui a été aussi pris en considération dans le plan de relance général de la CGM. Il comporte plusieurs mesures fiscales, bancaires, sociales, et il repose principalement sur une hypothèse décisive qui, vous en avez parlé dans le reportage, c'est le maintien de la commande publique. La commande publique est très importante pour notre secteur. À côté de cela, nous proposons qu'on maintienne l'aide aux salariés. Nous proposons aussi qu'il y ait un report des échéances bancaires et fiscales. Ceci, tout le monde le demande, je le comprends. À côté, nous avons sorti le guide de relance. Alors, le guide de relance, il explique comment se réinventer, revoir les choses autrement, être plus créatif. D'abord, en se restructurant en interne, en respectant les mesures sanitaires et comment les appliquer, mais en ayant encore des idées nouvelles. Chaque opérateur, et principalement, je parlerai des agences conseils en événementiel, nous en avons parmi nous, qui doivent, elles, trouver le moyen de faire l'événementiel malgré cette crise liée au Covid-19. Après cela,
il s'agit de comprendre que l'événementiel qui fait peur aujourd'hui, nous proposons à ce que nous puissions le comparer à côté avec plutôt la restauration. Vous avez une salle de restaurant, de café, je suis heureux pour ce secteur qui redémarre, qui peut comprendre 200 personnes. Comment aujourd'hui on peut dire qu'un restaurant puisse accueillir 100 ou 200 personnes et pas un événement de 200 personnes. Donc nous disons que le protocole sanitaire qui est appliqué dans le commerce, qui est appliqué dans l'industrie et aussi dans la restauration, entre guillemets, nous disons qu'il est temps pour nous d'appliquer ce protocole pour que nous puissions reprendre l'événementiel. Nous disons aussi dans tout ceci, c'est qu'il va falloir définir un quota à ne pas dépasser. On ne parle pas d'événements de 1000 personnes ou de 2000. Commençons par 100 ou 200 personnes. Et il y a des méthodes. Parmi celles que nous proposons, c'est d'organiser un événement avec plusieurs salles. Je peux faire un événement de 1000 personnes avec 10 salles de 100 personnes. Il y a des solutions que nous proposons. Je vous parle ici technique. Maintenant, je vais aller de l'autre côté. C'est le côté économique. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement, la ministre du Tourisme, le ministre de l'Industrie et le CVE et autres ministères sont conscients que l'événementiel, et dans certaines régions du Maroc, fait 50% du chiffre d'affaires du tourisme et de l'hôtellerie. Absolument. Vous imaginez toutes les salles fermées, toutes les chambres fermées, le transport aérien, le transport terrestre. L'événementiel n'est pas ce secteur qu'on croit petit, qui ne pèse pas lourd. Les retombées économiques de ce secteur avec son chiffre d'affaires, nous les avons estimées à 5% du PIB. Donc, des solutions. Bon. Toutes ces solutions que vous venez de partager avec nous, vous, bien sûr, les avez certainement proposées au secteur privé, et notamment à la CGEM. Quel a été l'apport finalement de ce patronat pour les professionnels de l'événementiel? Alors, depuis au moins 2 mois, nous n'avons plus aucun appel, retour de la CGEM. Je le dis clairement. J'ai devant moi ici tous les courriers que nous avons envoyés. Une partie, c'est les derniers. Je vais vous donner le dernier courrier que nous avons transmis à M. Chakib Lelej, président de la CGEM, en date du 11 août, dans lequel nous lui disons « Nous attendons votre soutien. Qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Je comprends très bien qu'ils soient dépassés, qu'ils aient beaucoup de problèmes avec tous les autres secteurs, mais nous avons besoin d'une réponse. La Fédération du commerce et services à laquelle nous appartenons à défaut d'avoir une fédération de l'industrie événementielle, n'est plus là. On n'a plus aucun contact. Nous sommes désolés, mais ce que je dis là va peut-être ne pas plaire à ces gens-là, mais je leur dis clairement, vous êtes où? Est-ce qu'une association comme la nôtre va tout faire toute seule? Bon. Vous avez parlé d'un certain pourcentage au PIB, et il y a aussi ce côté de l'informel qui pèse, n'est-ce pas, dans ce secteur de l'événementiel, qui pèse très lourd. Vous avez parlé de salariés, j'ai envie de dire que ça représente une minorité dans l'ensemble des opérateurs qui travaillent dans ce secteur de l'événementiel, toutes branches confondues, bien sûr. Qu'avez-vous prévu pour ces gens-là, au sein, bien sûr, du GPPEM que vous représentez ce soir? Alors, il y a une première solution dont nous avions parlé dans notre événement, dans notre webinaire il y a quelques mois. Et c'est une solution, on va dire, provisoire, mais qui reste assez intéressante. Nous sommes entrés en contact avec le numéro 1 du freelance au Maroc. C'est une entreprise qui, aujourd'hui, met à la disposition de plusieurs opérateurs de tous secteurs confondus, des freelanceurs, dans un cadre juridique et réglementaire. Nous avons contacté le patron de cette entreprise-là, et nous sommes arrivés à un accord qu'à l'avenir, tout opérateur du secteur pourra faire appel à cette entreprise afin de régulariser la situation de ses freelances. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, elle est dans le dernier courrier que nous avons envoyé à M. Moulahfel Alami, que nous remercions parce qu'il a mis à notre disposition une personne qui est M. Hal, et avec lequel notre président s'est réuni et qui a présenté notre vision d'avenir. Parce qu'on ne va pas s'arrêter au Covid. Le Covid, on peut, dans 3 mois, ne plus avoir de Covid, on ne sait pas si ça va durer 30 ou 30 mois, mais cette crise nous a démontré que ce secteur ne peut plus rester dans l'état actuel. Donc nous avons transmis un courrier au ministère de l'Industrie et rencontré M. Hal pour lui parler de la restructuration. On a demandé une tutelle au ministère de l'Industrie parce que c'est le cas dans tous les pays développés qui disposent d'une industrie similaire à la nôtre. Et nous avons aussi demandé à ce qu'on crée une nomenclature juridique et fiscale. Et aujourd'hui, si vous voulez, l'aide qui est octroyée au secteur du tourisme l'est parce que le tourisme, aujourd'hui, il y a des agréments précis. Vous les trouvez chez les agences de voyage, l'hôtellerie. Notre secteur ne dispose d'aucun agrément.
Donc c'est tout ce travail-là qui devra être fait en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie qui a cette expertise. Nous devons lui dire et féliciter Moulay Hafid Al-Alami pour tout ce qu'il a fait pour l'automobile et autres, qui permettra de sortir ces gens qui sont les freelanceurs de cet informel et de cette problématique. Et de sortir ce secteur avec les centaines de milliers de personnes qu'il emploie de cette situation morose et voire même cette hémorragie qu'il est en train de vivre. Merci beaucoup, Makil Hello, d'avoir répondu aux questions de Média. Merci Khadija Hassan. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.